Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous voyez le partage d'écran? C'est bon? Oui. D'accord. Donc, on va continuer le cours sur la dynamique du point matériel. L'autre séance, on a cité les trois lois de Newton dans un référentiel galiléen. Donc, il faut se rappeler que la première loi, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie, suppose l'existence d'un référentiel, d'un type de référentiel appelé galiléen, tel que tout point matériel est mécaniquement isolé, c'est-à-dire sigma de force extérieure est égal à 0, implique que le poids matériel, soit elle est au repos, soit elle est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire, mathématiquement, dans un référentiel galiléen, on a sigma de force extérieure est égal à 0, implique que la vitesse est égale à une constante. D'accord? Donc ça, c'était la première loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Il faut savoir que ces lois n'ont pas été démontrées, mais elles ont été énoncées comme ça, elles sont valables jusqu'à prouver le contraire. Donc la deuxième loi fondamentale de la dynamique dans un référentiel galiléen, si le système n'est pas mécaniquement isolé, c'est-à-dire sigma des forces extérieures non nulles, donc on aura sigma des forces dans un référentiel galiléen, sigma des forces extérieures est égal à m gamma, d'accord? Donc sigma des forces extérieures est égal à m gamma, bien sigma des forces extérieures est égal à la dérivée de vecteur quantité de mouvement sur dt. Le vecteur quantité de mouvement, c'est le vecteur m fois la vitesse. Et par suite, on a sigma des forces extérieures est égal à m gamma. C'est-à-dire, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures est égale à m gamma. On a dit que la première loi de Newton, c'est-à-dire le principe d'inertie, on peut le déduire à partir de deuxième principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire lorsque j'ai sigma des forces extérieures est égal à 0, implique que gamma est égal à 0, implique que la vitesse est égale à constante. Donc ça, on retrouve la première loi de Newton. Donc, la troisième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction. Si j'ai deux systèmes, S1 et S2, si S1 exerce ce qui sont en interaction, soit une interaction, c'est-à-dire l'un exerce une force sur l'autre, ces forces peuvent être des forces de distance ou bien des forces à distance ou bien des forces de contact. Donc, si S1 exerce une action sur S2, alors S2 subit une réaction de la force de S1. Donc, et on a la force exercée par S1 sur S2 est égale à moins la force exercée par S2 sur S1. C'est ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction. Donc, S1 exerce une force sur S2, donc S2 exerce une réaction. Donc, S1 exerce une force sur S1, sur S2, et S2 subit une réaction de la part de S1. Donc, on a F1 exercé par F1 sur S2 égale à F2 égale à moins F2 sur S1. Donc, ça, c'est le principe d'action et de la réaction. C'est le troisième principe. Donc, on a vu quelques forces d'interaction. S'il vous plaît, il faut couper les micros. Donc, on a vu quelques types de forces à distance, les forces de gravitation universelle, donc la force électrostatique, la loi de Coulomb. On a vu la force de Lorentz, donc on a vu les forces de frottement, la réaction de support, la tension de fil, la tension du ressort. Donc maintenant, on va voir, donc jusqu'à maintenant, on a vu, jusqu'à maintenant, vous avez vu les lois, les trois lois de Newton dans un référentiel galiléen. D'accord? Dans un référentiel galiléen, on a dit que la troisième loi de Newton, c'est-à-dire la loi, le principe d'action et de réaction, elle est valable quel que soit le système de référence, c'est-à-dire galiléen ou non galiléen. C'est-à-dire à dénoncer lorsque deux systèmes S1 et S2 sont en interaction, quel que soit le référentiel. Donc, quel que soit le référentiel, elle est valable dans un référentiel galiléen ou non galiléen, donc quel que soit le référentiel. D'accord? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur, oui.
La troisième loi de Newton, c'est-à-dire le principe d'action et de réaction, elle est valable dans un référentiel, quel que soit le type de référentiel, galilien ou non galilien. Donc, on a dit que la première loi de Newton, se déduit à partir de la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire à partir du principe fondamental de la dynamique. Maintenant, on va voir la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce qu'il devient dans le cas d'un référentiel non galilien. D'accord? Donc ça, si par exemple j'ai un référentiel non galilien, qu'est-ce qu'il devient? La loi de Newton. D'accord? Principe. Donc ce qu'on va voir, c'est le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien. Donc c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est nouveau pour vous. Donc je prends soit deux référentiels dont l'un R est galilien, donc R est galilien, d'accord? Donc R est galilien, et R' non galilien. D'accord? Donc R' non galilien. R' non galilien. R' non galilien. Donc la loi de composition, donc on a vu la loi de composition de l'accélération. Donc pour vous rappeler, c'est la loi qui lie l'accélération de points dans un référentiel galilien, c'est ce qu'on appelle l'accélération absolue, et l'accélération de point m dans un référentiel non galilien, c'est ce qu'on appelait l'accélération relative. Donc, et on a trouvé que l'accélération de point m dans un référentiel galilien est égale à l'accélération de point m par rapport à r', plus un terme, ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement, et l'autre terme, ce qu'on appelle l'accélération de Coriolis. Sachant que l'accélération d'entraînement est égale à l'accélération, donc l'expression de l'accélération d'entraînement, c'est ça, d'accord? Donc c'est l'accélération de l'origine au prime de repère R' par rapport à R, oméga R' par rapport à R, c'est la vitesse de rotation de R' par rapport à R, vectoriel oméga R' par rapport à R, vectoriel au prime M, plus la dérivée de la vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R, vectoriel au prime M. Ça, c'est dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas où R' effectue un mouvement quelconque par rapport à R, et par suite l'accélération d'entraînement est égale à ce terme. Donc, l'accélération de Coriolis, d'accord? Donc, l'accélération de Coriolis est égale à 2 gamma R' par rapport à R, vectoriel la vitesse de M par rapport à R. Très bien. Donc, maintenant, si je vous demande quel est le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galilien, vous allez me dire que j'ai sigma des forces extérieures est égal à m gamma de m par rapport à r. C'est ça ce que vous connaissez, le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien. Sachant que si je fais la relation entre l'accélération de m par rapport à r et l'accélération de m par rapport à r', donc l'accélération de m par rapport à r, ça devient comme ça. Et par suite, le principe fondamental de la dynamique va toujours, donc toujours je peux l'écrire de cette façon, d'accord? Donc que je peux développer, donc est égal à m, donc implique que m gamma est égal à ce terme, d'accord? Donc ça est égal à ça. Là, qu'est-ce que je suis en train de démontrer? S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je suis en train de démontrer? Oui? Ou bien qu'est-ce que je suis en train de chercher? Oui? La relation dynamique dans un référentiel non galilien. Très bien. Je suis en train de chercher le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il devient avec le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien? Donc, j'ai fait l'accélération. Déjà, j'ai le terme ce que je veux. Donc, l'accélération de m par rapport à r' est égale à sigma des forces extérieures moins ce terme, moins ce terme. Donc, si je dis m fois l'accélération, quelle est? Elle est homogène à quoi? M fois l'accélération. Elle est homogène à quoi? Ou elle est équivalente à quoi? Elle est homogène à quoi? À une force. À une force. Donc, elle a la dimension d'une force. D'accord? Elle a la dimension d'une force parce que c'est la masse fois l'accélération, c'est une force. C'est Newton. La masse, c'est en kilogrammes, l'accélération en mètres par seconde carré. Donc, elle est homogène à une force. Donc, c'est pour ça que je vais définir deux forces, des pseudo-forces.
c'est pas des forces physiques, mais c'est ce qu'on appelle des pseudo-forces. C'est quoi une pseudo-force? Elle n'a pas de sens physique, mais elle est homogène à une force. L'unité DLR, elle est homogène à une force. Donc, elle est homogène à une force. Donc, je vais définir deux pseudos. Donc, c'est des pseudos, c'est pas des forces réelles, mais elles ont dimension d'une force. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des pseudo-forces. Donc, je vais définir deux pseudo-forces, ce que je vais appeler force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis, telle que la force d'inertie d'entraînement est égale à moins m gamma entraînement et la force d'inertie de Coriolis est égale à moins m gamma Coriolis. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je vais définir ces deux forces. Ce sont des pseudo-forces. J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je vais définir deux pseudo-forces que je vais appeler la force d'inertie d'entraînement qui est égale à moins m gamma d'entraînement. La force d'inertie de Coriolis est égale à moins m gamma Coriolis. Et par suite, donc, qu'est-ce qu'il devient la relation du principe fondamental de la dynamique? Donc, je deviens sigma des forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis est égale à m, l'accélération de m par rapport à RT. Donc là, donc là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente ça? Qu'est-ce qu'il représente la formule? Qu'est-ce qu'il représente? Oui. Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Non galiléen, très bien. Donc là, donc ça, c'est le principe fondamental de la dynamique cette fois dans un référentiel galiléen. Quelle est la différence par rapport à un référentiel galiléen? C'est que dans le bilan des forces, dans un référentiel non galiléen, il faut décrire toutes les forces extérieures, ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le poids, la tension de fil, la réaction du support, les forces de frottement, ainsi de suite. Et il faut ajouter, je parle dans un référentiel non galiléen, il faut ajouter deux pseudo-forces. Ce sont des pseudos, c'est-à-dire ce ne sont pas des forces réelles, mais ils sont homogènes à des forces. C'est ce qu'on va appeler, ce sont des forces qui sont dues au mouvement de R' par rapport à R. D'accord? Au mouvement de R' par rapport à R. C'est pour ça qu'on les appelle des pseudo-forces. Ce ne sont pas des forces fictives, mais ils sont homogènes. Ils ont même dimension qu'une force. Et donc, on définit deux pseudo-forces. La force d'inertie d'entraînement, qui est égale à moins m gamma entraînement, et la force d'inertie de Coriolis, qui est égale à moins m gamma Coriolis. Et par suite, donc, j'aurai sigma des forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis, c'est égal à m, l'accélération de m par rapport à R'. Et là, donc ça, c'est le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Donc, la force d'inertie d'entraînement, elle s'appelle donc FIE, ce qu'on appelle la force d'inertie d'entraînement, parce qu'il est lié à l'accélération d'entraînement qui est due au mouvement de R' par rapport à R. La force d'inertie de Coriolis, elle est égale à moins m gamma. Il ne faut pas oublier le moins. Donc, il ne faut pas oublier le moins. Donc, la force d'inertie de Coriolis est égale à moins m gamma Coriolis. Et par suite, dans un exercice maintenant, ou bien dans un exercice de dynamique du poids matériel, comment ça se passe? Donc, toujours la première partie de l'exercice en dynamique du poids matériel, il y a la partie cinématique, c'est-à-dire, donc on va utiliser par exemple deux repères, le repère R, un repère galiléen, le repère R', c'est un repère au mouvement par rapport à R. On va vous demander de calculer la vitesse relative, la vitesse d'entraînement, déduire la vitesse absolue. Après, ils vont vous demander de calculer l'accélération relative, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis pour déduire l'accélération absolue. D'accord? Une fois que j'ai calculé l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis, ça c'est la partie cinématique du poids matériel. Maintenant, pour décrire la partie dynamique du poids matériel, ils vont vous dire donner le bilan des forces
dans le référentiel R'. C'est un référentiel non galiléen. Dans ce cas-là, quels sont les bilans des forces? Je m'arrête les bilans des forces dans le référentiel non galiléen R'. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, le bilan des forces. Les forces Oui. usuelles plus les forces, les pseudo-forces. Très bien. Donc, il faut citer toutes les forces qui existent, le poids, la réaction, ainsi de suite. Mais à ça, il faut ajouter la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Ces forces, il ne faut pas les déterminer à partir du système, mais il faut les déterminer à partir du calcul de l'accélération d'entraînement et de calcul de l'accélération de Coriolis. Sachant que la force d'inertie d'entraînement est égale à moins m gamma entraînement et la force d'inertie de Coriolis est égale à moins m gamma Coriolis. Et comme ça, le bilan des forces dans un référentiel non galiléen, il faut ajouter les forces d'inertie d'entraînement et les forces d'inertie de Coriolis. Ce sont des pseudo-forces qui sont dues au mouvement de il vous demande de donner le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Donc, le principe de la dynamique, le deuxième principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen devient sigma des forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis est égale à m, la masse fois l'accélération du poids matériel par rapport à RT. Donc ça, c'est le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien. Donc on a dit que la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis, ce ne sont pas des forces physiques, donc ce sont des pseudo-forces. Ils sont homogènes à des forces, c'est-à-dire ils sont proportionnels à la masse ou l'accélération, donc ils sont homogènes à une force. Ce sont des forces qui sont dues au mouvement de R' par rapport à R, d'accord? Donc, ils se sont calculés à partir de l'accélération d'entraînement et de l'accélération de Coriolis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui? Oui? Monsieur, Oui? si on nous demande de présenter les forces dans un mouvement et on travaille dans un référentiel non galiléen, est-ce qu'on présente ces forces Vous allez d'inertie là? Non. les forces, mais ça, ce ne sont pas des forces réelles, ce ne sont pas des forces physiques, elles sont dues. Donc, on peut les représenter connaissant l'accélération d'entraînement et connaissant l'accélération de Coriolis. D'accord? Est-ce que c'est clair? Parce Oui, que sont calculés que si je calcule l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis, donc je décris le vecteur accélération d'entraînement et la force d'inertie d'entraînement est égale à moins m gamma. C'est un vecteur et je peux représenter à la force, c'est moins m fois l'accélération d'entraînement. Est-ce que c'est clair? Mais je ne peux pas, de premier coup, la dessiner comme ça. Je ne peux la représenter que si je calcule gamma entraînement et gamma Coriolis. Est-ce que c'est clair? C'est bon? oui, monsieur. Oui. D'accord? Donc, le bilan des forces, il faut donner le poids à la réaction et vous allez dire F, la force d'inertie d'entraînement, qui est égale à moins M gamma d'entraînement. Normalement, gamma d'entraînement, vous l'avez déjà calculé sur la première partie cinématique et gamma de Coriolis aussi. Donc, vous donnez l'expression de la force d'inertie d'entraînement et l'expression de la force d'inertie de Coriolis. Donc, c'est comme ça. D'accord? Donc, maintenant, si je prends un exemple, d'accord? Donc, je fais un exemple. Donc, considérons deux référentiels. Si je prends de translation non uniforme, donc translation, considérons un repère, un référentiel R', cette fois R', en mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré. Mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré par rapport à R. Donc, R qui est considéré comme référentiel galiléen. C'est bon? Donc, ça, on va faire juste une petite application des principes fondamentaux de la dynamique dans un référentiel non galiléen. On a deux référentiels, un référentiel au mouvement de translation rectiligne uniforme et un référentiel R qui est supposé galiléen. C'est ça.
Donc, je suppose, puisqu'il est animé R' au mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré. Oui. Que c'est donc R' effectue un mouvement de translation par rapport à R, c'est-à-dire les axes ils vont rester parallèles. Et il y a seulement le O' qui est au mouvement par rapport à O, et on a l'accélération de O' par rapport au repère R est égale à une constante, est égale à A qui est égale à constante. C'est ça, translation rectiligne uniformément accélérée. Donc, un mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est-à-dire l'accélération, elle est positive, comme ça, et elle est constante. D'accord? Donc, ça, c'est donc le référentiel. Donc, si je veux calculer, si j'ai par exemple, je commence par, si je veux calculer, je commence par un exercice. À titre d'exemple, considérons le cas d'une pendule simple, donc, de train, une pendule simple accrochée au plafond d'un wagon, d'un train au mouvement rectiligne. Donc, le train, ici, il est en mouvement rectiligne uniformément accéléré. On se place dans le cas où le mouvement établi accélère constant. C'est-à-dire que l'accélération est égale constante. L'étude du mouvement de ce pendule peut se faire. Donc, je peux faire l'étude, c'est-à-dire j'ai une pendule simple, accrochée au plafond d'un wagon qui est animé d'un wagon, il est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré. La vitesse est A, de l'accélération A. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va arriver là avec une pendule? Le pendule, il va faire, donc il va s'incliner comme ça avec l'ongle d'inclinaison alpha. Donc, on va chercher l'équilibre via le pendule, c'est-à-dire on va chercher à l'angle d'inclinaison, c'est-à-dire qu'on on va chercher l'angle d'inclinaison de la pendule simple à l'équilibre. Donc, maintenant, il faut, donc, l'étude et le mouvement, et le pendule simple, je peux la faire soit dans un référentiel galiléen lié à la Terre, supposé fixe, lié à la Terre, soit par rapport à un référentiel R' qui est lié le train. Donc, si j'effectue un référentiel R' lié au train, d'accord, et je vous demande de donner le bilan des forces. Quel est le bilan des forces exercées de la masse du sein? Quel est le bilan des forces? Il y a quoi? Bilan des forces. T et le poids. Tension, Jacob. Et le poids, non, je vous demande, s'il vous plaît, je répète ma question, je vous demande de donner le bilan des forces dans le référentiel non galiléen R'. On doit ajouter... Il y a le poids, la tension, il y a le poids de la masse, la tension du fil, et il faut ajouter quoi? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? La force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. La force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'il faut ajouter. À toi égale la force d'inertie d'entraînement. Revenons ici. À toi égale la force d'inertie d'entraînement. Force d'inertie d'entraînement, c'est ça. N, gamma d'entraînement. Très bien. Donc, je répète ici. Donc, la force d'inertie d'entraînement est égale à moins M gamma entraînement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Il faut que je calcule gamma entraînement. Gamma entraînement, à toi, égale gamma entraînement. Faites la configuration. C'est-à-dire, j'ai deux repères. Un repère qui est fixe lié à la Terre, c'est le repère R. Un repère RT lié au train qui a effectué un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré. D'accord? L'accélération, c'est A. Donc, à toi, définition de le vecteur accélération d'entraînement. Donc, l'accélération d'entraînement, toujours, il faut l'écrire dans le cas général. Après, vous la simplifiez en fonction des données, de l'exercice. Donc, est égal à ça. Qu'est-ce que je peux dire?
Donc, le repère R', qu'est-ce qu'il effectue le repère R' par rapport à R? Il effectue un mouvement de translation rectiligne accéléré, c'est ça? Est-ce qu'il y a rotation? Non, monsieur. Il n'y a pas rotation. Donc, c'est-à-dire oméga de R' par rapport à R est égal à 0. Donc, il reste que l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération de O' par rapport à R. Et ça, à droite égale ça, ça, c'est ce qu'on appelait égal à A. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est l'accélération de le train. Parce que le repère R', il est lié le train. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est l'accélération d'entraînement. Maintenant, si je calcule la force d'inertie d'entraînement, donc la force d'inertie d'entraînement est égale à moins m gamma entraînement, et ça est égal à AA. Pardon. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, je dois calculer la force d'inertie de Coriolis. La force d'inertie de Coriolis, donc ça, G1, doit égal la force d'inertie de Coriolis, est égal à moins m gamma Coriolis. Et je cherche à droite égale gamma Coriolis. Donc, gamma Coriolis, donc je cherche l'expression de gamma Coriolis, donc est égal à ça. Donc, gamma Coriolis. Dans ce cas d'exercice, à droite égale, est-ce qu'il y a rotation de R' par rapport à R? Non, non, monsieur. Zéro. Zéro. Très bien. Donc, gamma Coriolis est égal à 0, ce qui fait la force d'inertie de Coriolis, la force d'inertie de Coriolis, elle n'existe que s'il y a rotation de R' par rapport à R. S'il n'y a pas rotation de R' par rapport à R, il y a seulement translation de R' par rapport à R. Donc, gamma Coriolis est égal a toujours été égal à 0, et par suite, la force d'inertie de Coriolis est égale à 0. Donc, en définitive, donc si je vous demande le bilan des forces, donc si je vous demande le bilan des forces ici, donc le bilan des forces, si je travaille étude dans le référentiel R', si je fais l'étude dans un référentiel R', qui est un référentiel non galiléen, c'est-à-dire un référentiel qui lie le train, et je cherche la position d'équilibre de cette pendule simple à l'intérieur du train, qui est déduire l'angle alpha de l'équilibre. D'accord? Dans ce cas-là, j'écris le bilan des forces. Je vois le bilan des forces qui est le poids de la masse, mg, poids de la masse, qui est la tension du fil. Et celui qui m'a dit, est-ce qu'il faut représenter la force? Il y a la force d'inertie d'entraînement. C'est ça? La force d'inertie d'entraînement à droite égale, on a montré, qui est égale à moins m gamma de R' par rapport à R, qui est égale à moins m gamma. Est-ce que c'est clair? Oui? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord? Donc, celui qui a posé comment je peux représenter la force, je l'écris en fonction de gamma entraînement et par suite moins m gamma. Donc, l'accélération du train est de ce côté-là, donc moins m gamma, je la représente de ce côté-là, c'est moins m gamma. Donc, j'ai la tension de fil, le poids de la masse et la force d'inertie d'entraînement qui est égale à moins m gamma. Maintenant, c'est comment avec le pendule par rapport au le référentiel, parce que là, qu'est-ce que je suis en train d'étudier? L'équilibre de pendule simple, elle fait de la position dans un référentiel par rapport au train. Donc, quel sera par rapport à un référentiel lié le train? Quelle sera l'accélération liée à la masse de M par rapport à R? Comment la masse par rapport à R? Comment elle est en équilibre. C'est ça? Oui. C'est-à-dire, l'accélération de M est égale par rapport à R' est égale à combien? Est égale à 0. C'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Oui. J'ai pas compris.
D'accord. Nous, maintenant, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen. Notre système est comme suit. On a une pendule simple qui est en équilibre, d'accord? Donc, en équilibre, l'angle d'inclinaison ou alpha, l'angle d'équilibre ou alpha. Donc, je cherche la position d'équilibre, alpha. D'accord? Donc, je décris notre système, c'est le point matériel M. Le référentiel d'étude, cette fois, ce que je travaille avec un référentiel, c'est R', le référentiel non galiléen R', qui effectue un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré par rapport à un référentiel qui est galiléen lié là. Très bien. Donc, si je vous demande toujours, je définis, c'est comme ça qu'on fait, on définit le système, on décrit le bilan des forces exercées sur notre système. Je nous vois le bilan des forces dans un référentiel non galiléen. Il y a le poids de la masse, la tension de fil, auquel la force d'inertie d'entraînement ou la force d'inertie de Coriolis. Donc, vu le système de R' effectue un mouvement de translation rectiligne, donc je calcule gamma entraînement et je calcule gamma Coriolis. Faites la configuration, R', il effectue une translation rectiligne uniformément accélérée par rapport à R. Donc, gamma entraînement, on a montré qu'il est égal à gamma, là c'est l'accélération du train, et que gamma Coriolis est égal à 0. Et par suite, la force d'inertie d'entraînement est égale à moins m gamma, c'est ce que je vais représenter ici. La force d'inertie de Coriolis est égale à 0. Donc, le bilan des forces, il y a la tension du fil, il y a le poids de la masse, auquel la force d'inertie d'entraînement. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ça, c'est le bilan des forces dans le référentiel R'. Maintenant, appliquons le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel R'. Qu'est-ce qu'il dit le référentiel, le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen? Sigma des forces extérieures, c'est-à-dire P plus T, plus la force d'inertie d'entraînement, qui est égale à moins et gamma, à droite égale, est égale à M, l'accélération du point M par rapport à R'. À droite égale l'accélération de M par rapport à R'. Oui? 0. 0, parce que dans la pendule, elle est en équilibre par rapport à R'. Donc, elle n'est pas en mouvement, elle est en équilibre. Donc, c'est-à-dire que l'accélération de M par rapport au repère R' est égale à 0. Et par suite, on aura P, le poids de la masse, plus la tension du fil, plus la force d'inertie d'entraînement est égale à 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire P plus T moins M gamma est égal à 0. Vous allez me dire, c'est la même chose. Est-ce que c'est là, si je fais l'étude dans un référentiel, cette fois galiléen, est-ce que je vais trouver la même chose? Oui? Maintenant, si je veux faire l'étude dans un référentiel galiléen, je vais trouver la même chose. Seulement, M gamma, ça vient de ce côté. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on va faire l'étude cette fois dans un référentiel galiléen, pas galiléen, non galiléen. Donc, continuons notre étude. Donc, j'ai P plus T moins M gamma est égal à 0. Très bien. Donc, maintenant, ça, c'est la loi, le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Le poids, donc, j'ai ça, les axes, donc, ça, le repère non galiléen, c'est O', X', O', Y', O', Z'. Le référentiel galiléen, c'est OX, OY, OZ. Donc maintenant, quelle est l'expression, quelle est la projection du poids dans la base I', J', K'. I', J', K', c'est la base associée, le repère non galilien R'. Donc, à droite égale la projection du poids, B à droite égale, oui. Oui. Elle a une seule composante, c'est suivant, moins G'. C'est moins MG, G'. Très bien. Et T, quelles sont les composantes de T dans la base I', J', K'? T, le vecteur T, la tension de fil, et là, une composante suivante,
X prime, d'accord? Donc, c'est alpha. Donc, c'est combien? C'est L. Donc, c'est L sinus de alpha. Et suivant G prime, c'est combien? C'est L cos L Alpha. cosinus L cos de alpha. c'est la longueur de fil, L cosinus alpha. Donc, et l'accélération, la force d'inertie d'entraînement, elle a une seule composante, c'est moins MA et suivant I'. D'accord? Donc, je fais la projection, je cherche les composantes de P, les composantes de T, les composantes de la force d'inertie d'entraînement dans la base et prime, G', K'. Donc, si je fais la projection, de la première de la loi suivant I', donc suivant I', ça vous donne quoi? T sinus alpha est égal à T sinus alpha moins MA, d'accord? Moins MA est égal à 0, c'est-à-dire T sinus alpha est égal à MA. Ou la projection suivant G', c'est T cosinus alpha qui est égal à MG. Et par suite, je peux faire trouver l'angle alpha d'inclinaison, tangente alpha qui est égal à A sur G. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Maintenant, supposons qu'on va faire l'étude cette fois dans un référentiel galiléen. Toujours, mais cette fois, on fait l'étude dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire un référentiel lié à la Terre. Oui? S'il vous Oui. plaît, vous pouvez me faire la projection de moi MA sur l'axe X'. Voilà. La projection de moi MA, c'est ça. باش ندير شوف باش quand je fais la loi projection la deuxième loi fondamentale de la dynamique, donc après il faut faire la projection de cette loi suivant I', cette loi suivant G'. Donc je cherche les composantes de ces vecteurs P, T, F, les composantes de ces vecteurs dans la base I', J', K'. Comme ça, je peux faire la projection facilement suivant I', suivant J', suivant K'. Donc, je cherche la projection ou bien les composantes de vecteurs T dans la base I', J', K'. Donc, il faut savoir I', J', K'. Le référentiel non galiléen, c'est O'X', O'Y'. Donc, la base associée, c'est I', G' et K' qui est un vecteur sortant. Donc, la projection de T, c'est combien? C'est sinus, c'est L sinus de alpha suivant I', L cosinus alpha suivant G'. La projection de la force d'inertie d'entraînement. La force d'inertie d'entraînement, on a dit, est égale à moins M gamma. D'accord? Oui. Moins M gamma. Donc, gamma, normalement, c'est ça, c'est le sens de mouvement, parce qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est-à-dire l'accélération va être de ce côté-là, et moins M gamma, ça va être de ce côté-là. Donc, moins M gamma avec, donc si je fais la projection de moins M gamma sur la base I', J', donc ça va être moins MA, module bien A, suivant I', c'est ça? Oui. Donc c'est-à-dire, la force d'inertie d'entraînement, il faut savoir la force d'inertie d'entraînement, il y a moins MA. Donc, la force d'inertie d'entraînement, c'est moins MA suivant I', 0, 0. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, monsieur. ممكن Oui. انا ما فهمتش ديال تي على لاكس على تي. لاكس زد بريم Très bien. Si on a l'axe Z', donc هذا هو le repère اللي اختاريناه, c'est le repère R', O'X', O'Y'. Bien sûr, l'axe, le troisième axe, c'est O'Z', c'est un axe sortant le plan, O'X', O'y'. Donc, le vecteur T, d'accord? Donc, le vecteur T, on peut dire le glissement des deux vecteurs T, d'accord? Les repères d'accord? Donc, je peux le mettre ici et je fais la projection de vecteur T dans la base au I', J'. Donc, T est là une composante suivant I' qui est définie par ça, cette distance-là, qui est égale à alpha cosinus alpha fois L, parce que ça c'est L cosinus alpha, et ça c'est L sinus alpha, et là c'est L cosinus alpha. Donc la projection de T suivant I', c'est
L, la longueur du fil de conducteur, sinus de alpha. Et sa projection suivante, G', c'est L cosinus de alpha. Et par suite T, et la deux composantes, une composante T, T cosinus de alpha et T sinus de alpha. Je parle L, c'est T. C'est le module dialecte de vecteur, tôle dialecte de vecteur. Donc, la projection de T suivant I', G', c'est T, le tôle dialecte, donc c'est T sinus de alpha suivant I', et T cosinus de alpha suivant G'. C'est comme un vecteur, je fais les deux propos. D'accord? C'est bon, لا Z لا لا و Z prime علاش Z' قلنا على زيرو n'a pas zéro, n'appartient pas, il appartient seulement le plan. S'il vous plaît, quand on veut faire la projection d'un vecteur, il faut savoir dans quel plan il appartient. Elle appartient uniquement le plan O'X', O'Z', Y'. Il n'a pas de composante suivant Z'. C'est bon? Suivant Z', c'est 0. D'accord? Suivant Z', c'est 0. Donc, c'est ce vecteur-là. Je peux faire le glissement de ce vecteur ici. D'accord? Je peux le mettre ici. Je fais la projection. Elle n'a pas de composante. Elle appartient le plan. Le plan appartient. Elle appartient le plan O'X', O'Y'. D'accord? Donc, elle appartient à le plan. Donc, sa composante suivante Z', c'est 0. D'accord? Donc, il n'a pas de composante suivante Z'. Donc, c'est pour ça. Donc, ça, donc il n'y a pas de suivant Z', tout le mouvement se fait sur le plan O'X', O'Y'. Tous les composants suivant Z' est égal à Z. Donc, G et G, bien sûr, il faut savoir, G, G, sera moins J'. C'est moins J' fait de repères. Il faut toujours faire attention, les repères, comment ils sont faits, et les bases. D'accord? Donc, je fais la projection d'un vecteur dans une base. D'accord? Donc, la projection de P, c'est moins NG suivant J'. La projection de T, la deux composantes, une suivant G'. Bien sûr, la force d'initié d'entraînement est égale à moins M gamma et suivant I'. D'accord? Donc, ça, si je suppose que je travaille dans le référentiel non galiléen, j'ai appliqué le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen. Maintenant, si je travaille avec un référentiel galiléen, ce que vous connaissez en terminale, d'accord? Donc, j'ai le système CM, d'accord? Donc, le bilan, si je vous demande quel est le bilan des forces dans le référentiel galiléen. Donc, vous voyez ici, le référentiel galilien, c'est OX, OY, c'est un référentiel qui est lié la Terre. O'X', O'Y', c'est le référentiel lié le train. D'accord? Donc, c'est un référentiel lié le train. Donc, si je vous demande d'écrire le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galilien, vous allez me dire que sigma de force extérieure est égal à M l'accélération de M par rapport à R. D'accord? Donc, par rapport au repère galilien. Donc, ça, c'est le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galilien. P plus T est égal à M, l'accélération. Donc, l'accélération de M par rapport à R, et on retrouve la même expression. C'est-à-dire, donc, cette fois, ça, c'est P, c'est monsieur, on vous entend pas. hein? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui? Est-ce que le partage d'écran, est-ce qu'il est clair? Non, Vous ne voyez pas le partage d'écran?
C'est bon? Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut calculer? L'accélération de M par rapport à R. Donc, à droite égale l'accélération de M par rapport à R, à droite égale, c'est l'accélération du train, parce que le point M, elle est immobile à l'intérieur du train, d'accord? Donc, c'est-à-dire que l'accélération du point M par rapport à R, c'est l'accélération du train par rapport à R, et c'est l'accélération. Et je retrouve la même chose. Donc, c'est-à-dire, soit je travaille non galiléen, c'est toujours la même chose. Seulement, si je travaille dans un référentiel, c'est-à-dire je trouve le même résultat. Seulement, si je travaille, mais on a dit pourquoi on fait un changement de référentiel, c'est pour faciliter le calcul. Donc, parfois, on ne peut pas calculer directement, d'accord? On ne peut pas calculer directement. Supposons que le poids matériel M effectue une accélération qui n'est pas fixe, par exemple, par rapport au train, c'est-à-dire il effectue un mouvement quelconque. Ça sera difficile de calculer directement l'accélération de M par rapport à R. Donc, je dois faire un changement de référentiel, calculer l'accélération de M par rapport à R' et déduire l'accélération de M par rapport à R. Donc, c'est-à-dire, si je travaille avec un référentiel non galiléen, le bilan des forces, d'abord, il faut ajouter la force d'initié d'entraînement, la force d'initié de Coriolis, que ce sont des forces, c'est des pseudo-forces, d'accord, des pseudo-forces. Il faut ajouter et il faut écrire le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien, c'est sigma des forces extérieures. Vous n'oubliez pas d'ajouter la force d'initié d'entraînement, la force d'initié de Coriolis. Et ça doit être égal à M, l'accélération de M par rapport à un référentiel non galiléen. D'accord? Donc ça, c'est la différence. Maintenant, on va voir un autre exemple de changement de référentiel, qui est le principe fondamental de la dynamique, dans un référentiel non galiléen. Donc, supposons que cette fois, j'ai une pendule tournante. Donc, une pendule tournante, c'est une pendule accrochée, faite de point, par exemple, faite de plafond. Elle a une longueur L, elle effectue un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Le rayon est constant, il effectue un mouvement circulaire uniforme. Donc là, je veux étudier le principe fondamental de la dynamique, puisqu'il effectue un mouvement circulaire uniforme, donc à l'angle alpha, donc elle est constant, donc le point M effectue un mouvement circulaire uniforme. Très bien. Donc là, soit je fais l'étude du point M directement par rapport au référentiel galiléen qui est OX, OY, OZ, et je mets le bilan des forces, ça sera le poids, la tension du fil, d'accord? Et j'écris que P plus T est égal à M, l'accélération du poids matériel par rapport à R. Ça, c'est facile, d'accord? Donc, ce que je fais. Maintenant, si je veux étudier le mouvement du poids matériel, cette fois par rapport à un repère R'. Avec R', il est lié le point M. R', c'est le repère O, X', O, Y'. Est-ce que c'est clair? R', c'est un repère qui est lié le point M. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, monsieur. D'accord? Donc, on va faire une étude dans les deux repères, c'est-à-dire par rapport au repère galilien et par rapport au repère non galilien R'. Le repère non galilien R', c'est le repère OX', OY', OZ. Donc, OZ. Le repère galilien, c'est OX, OY, OZ. Très bien. Donc, maintenant, dans le repère R', dans le repère que je vous demande, quel est le bilan des forces exercé sur le poids matériel M dans le repère R'. Dans le repère R'. Le poids et la tension du fil et la force d'inertie de D'entraînement,
et la force d'inertie de Coriolis. Il faut les citer. Jusqu'à maintenant, il faut les calculer. Si la force d'inertie d'entraînement est égale à 0, donc je vais dire qu'elle est égale à 0, la force d'inertie de Coriolis, et je vais les calculer. D'accord? Donc, il y a le poids, la tension de fil, il y a la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis. D'accord? Donc, ça, après, donc, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Telle est connue, telle est connue. Donc, on peut la représenter. Il faut calculer la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. À toi égale la force d'inertie d'entraînement est égale à moins m gamma entrée. Gamma M accélération d'entraînement. entraînement, très bien. Il faut calculer maintenant gamma entraînement. À toi égale gamma entraînement. Donc, définition, toujours, je parle de la définition de gamma entraînement. À toi égale gamma d'entraînement. Donc, c'est ça gamma entraînement. C'est ça, définition générale de gamma entraînement, seulement ici. Donc, il faut savoir, qu'est-ce que, donc, R', qu'est-ce qu'elle effectue R' par rapport à R. Donc, R, on a dit, c'est le repère OX, OY, OZ. La base associée, le repère OX, OY, c'est la base UX, UY, UZ, c'est la base orthonormée Y. Ou le repère R', c'est le repère OX', OY', OZ'. La base associée, le repère R', c'est la base UO, U-delta, UZ. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Toujours, il faut fixer votre repère et les bases associées. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? Oui. Très bien. Donc maintenant, on calcule gamma d'entraînement. C'est quoi gamma d'entraînement? De R' par rapport à R. Donc, on a ici O et O' coïncident. D'accord? C'est-à-dire O est égal à O'. C'est ça? Donc, les deux repères, ils ont même origine. Très bien. Donc, dans ce cas-là, à toi égal gamma de O' par rapport à R, à toi égal gamma de O' par rapport à R, c'est 0. Très bien. Et on a que avec le pendule effectue un mouvement de rotation circulaire uniforme. Ça veut dire quoi? Que oméga de R' par rapport à R est égal constant. Donc là aussi, ça devient égal à 0. Donc, il reste l'accélération d'entraînement. Elle reste c'est oméga de R' par rapport à R, vectoriel oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Bien sûr, O'M est égal à OM. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Donc, O'. Donc, quel est oméga de R' par rapport à R? Suivant la figure. Oméga de R' par rapport à R. Donc, R' effectue un mouvement de rotation par rapport à R suivant l'axe UZ. Donc, oméga de R' par rapport à R, c'est le vecteur angulaire de vitesse angulaire de rotation oméga. Et à toi, c'est égal à quoi? Hein? Oméga de R' par rapport à R, c'est constant, est égal à delta point suivant UZ, ou bien c'est oméga suivant UZ. Est-ce que c'est clair? Parce que delta point, c'est oméga. C'est bon? Le vecteur vitesse angulaire de rotation de R' par rapport à R, parce que R' effectue un mouvement de rotation de vecteur vitesse angulaire de rotation oméga, qui est égal à delta point suivant UZ. Donc, c'est oméga de R' par rapport à R, c'est oméga suivant UZ. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Non? C'est bon? Très bien. Donc, maintenant, revenons au calcul. Donc, ce n'est calculé de l'accélération d'entraînement. Donc, il faut savoir l'accélération d'entraînement, c'est ça. Donc, est égal oméga, ça c'est oméga UZ, oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Donc, O'M à toi égal O'M. Donc, si à toi égal O'M ou bien OM, parce que O'M coïncide. Donc, à toi égal OM. Oui. O'M.
hein, est égal à O prime M. Et à toi, c'est égal en fonction de L ou à alpha. Parce qu'elle effectue un mouvement circulaire, donc alpha elle va être constant. À toi, c'est égal à de la distance OM. L sinus alpha. Donc, c'est M sinus alpha suivant le vecteur OM. À toi, c'est égal. L sinus alpha suivant U. X prime. Là. Euro. Euro avec la base de U exprime, c'est euro U delta. U exprime, U Y prime, U Z. D'accord? Donc, c'est euro U delta, la base associée et qui est fixe dans le repère R. C'est euro U delta. Donc, OM est égal à la distance. La distance, c'est L sinus alpha suivant euro. Très bien. Donc, maintenant, pour le calcul de gamma d'entraînement, c'est oméga UZ vectoriel L sinus alpha suivant euro. Donc, toujours, il faut faire attention, faire le produit, double produit vectoriel, le double produit vectoriel. Vous faites attention, essayez d'aller un petit peu doucement et vous faites les calculs comme il faut. Sinon, la base, quelle est la base? D'abord, il faut savoir dans quelle base je vais faire. Sinon, la base, c'est la base. Euro U delta. Euro, très bien. D'abord, il faut choisir avec la base pour faire le produit vectoriel. Euro, U delta, UZ. Donc, je mets à l'accélération est égale à oméga au carré L6 alpha d'un côté. J'ai UZ vectoriel euro. À droite égale UZ vectoriel euro. C'est U delta, très bien. Et UZ vectoriel U delta? Moins euro. Très bien. Donc, d'où est le signe moins euro. Donc, j'ai trouvé l'accélération d'entraînement. Une fois que je trouve l'accélération d'entraînement, je déduis directement la force d'inertie d'entraînement. La force d'inertie d'entraînement est égale à moins M gamma d'entraînement. D'accord? Est égale moins avec le moins, ça fait ML sinus de alpha oméga au carré suivant. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, pardon? Pardon? Oui. L'accélération d'entraînement. Hein? J'ai pas bien entendu. Ou elle est toujours la force d'inertie d'entraînement, on l'a déduit à partir de l'accélération d'entraînement. Bon, il faut savoir. Je me disais la question. Tu pourrais répéter la question? L'accélération d'entraînement. Mais qui fait calculer l'accélération d'entraînement? Donc les produits vectoriels. D'accord. شوف باش نديروا هاد البرودوي فيكتوريال نديروا هنا باش نخرجوا تو سكي سكالير نخرجوا كنترول في كاين ال نديروا هنا او كاري او كاري نخرجوا بعدا هاد ال سينوس الفا. Je fais comme ça, c'est ce que le produit vectoriel vient de DV. Donc, elle y a le calcul. D'abord, je fais, pour ne pas se tromper, parce que je fais d'abord avec l'intérieur, je fais l'intérieur qui est le produit vectoriel. Maintenant, je fais ça. Et je calcule. À toi, tu égales le produit vectoriel UZ euro. Donc, il faut savoir UZ ou euro. Je ne peux pas faire le produit vectoriel direct s'il n'appartient pas à la même base. Donc, on a la base euro, U delta, UZ. Donc, maintenant, c'est une base orthonormée directe. Il faut la placer vers le sens. Euro, U delta, UZ, il faut la placer vers le sens. Ça veut dire quoi, une base orthonormée directe? D'accord? Donc, ça veut dire, c'est une base orthonormée directe. Donc, là, pour ne pas se tromper, parce que là, c'est la cause des erreurs. Donc, j'ai UZ vectoriel euro. Donc là, normalement, j'ai UZ vectoriel euro. Ça donne quoi?
U d'état, très bien. Donc, c'est U d'état. Donc, ça donne un arrêt de produit. Contrôle V. Maintenant, à droite égale UZ, U d'état. UZ, U d'état. C'est le sens هي اللي تساوي ايرو. moins euro. D'accord? Donc, ça devient moins euro. Donc, ça donne ça. D'accord? Donc, essayez de faire des produits vectoriels. Normalement, ils sont faciles. Essayez de définir votre base et de faire des produits vectoriels dans le sens direct. Essayez surtout de ne pas se tromper. Parce que si on se trompe sur le signe, tous les calculs, ça devient par la suite devient faux, ça devient plus difficile de continuer. D'accord? Donc maintenant, une fois que j'ai trouvé la force d'inertie d'entraînement, maintenant je vais calculer la force d'inertie de Coriolis. Donc la force d'inertie. Monsieur, Oui. monsieur, علاش حولنا او ام سينوس الفا وما عودناش ب ار غيان؟ خليها rayon, parce que les données de texte, on n'a pas de rayon. Ce qu'on a, c'est L ou on a de l'angle alpha. D'accord? On a R. D'accord, merci monsieur. On peut trouver la relation entre R ou sinus alpha facilement parce que donc R, ça doit être égal à L sinus alpha, tout simplement. D'accord? Je peux travailler avec R, pas de problème. Mais puisque je les donné de l'exercice, ce qu'il me donne, c'est la longueur du fil ou l'angle d'inclinaison du pendule alpha. Il ne donne pas de rayon. D'accord? Donc ça, tout simplement. Mais sinon, on peut travailler avec le rayon, pas de problème. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, merci monsieur. Maintenant, pour le calcul de gamma Coriolis, donc je fais la même chose. Donc, définition toujours comme la définition de gamma Coriolis. Et je vois. Donc, de gamma Coriolis, donc gamma Coriolis est égal à 2 fois l'accélération de R par rapport à R vectoriel vitesse de, ça c'est très, très important. Vectoriel vitesse de M par rapport à R', c'est ça. Donc, c'est 2 oméga. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Vitesse de M par rapport à R'. À toi, égale vitesse de M par rapport à R'. قبل ما تقولوا شي حاجة, essayez de penser. Vitesse de M par rapport à R'. Oui. 0. Zéro. Donc, vitesse de M parce que M, elle est fixe par rapport à R'. R', il tourne avec le poids magnétique. Donc, vitesse de M par rapport à R' est égale à 0, tout simplement. D'accord? Et par suite, gamma Coriolis, donc gamma Coriolis est égal à 0. Donc, la vitesse de M, c'est la dérivée de O', M, c'est dérivée par rapport à R', est égale à 0. Parce que U, elle est fixe par rapport à R'. Donc, la vitesse est égale à 0. Et par suite, l'accélération de Coriolis est égale à 0. La force d'inertie de Coriolis est égale à 0. Donc, maintenant, si je fais le bilan des forces, donc je fais le bilan des forces dans le référentiel RT, donc le bilan des forces dans le référentiel RT, donc le référentiel R. Le bilan des forces dans le référentiel R', c'est un référentiel non galiléen. Donc, il y a le poids, donc on a montré qu'est le poids de la masse, qu'il a la tension de fil ou qu'il a la force d'inertie d'entraînement. Donc, vous avez vu avec la force d'inertie d'entraînement, elle est suivant quelle direction? Suivant Euro. Donc, la force d'inertie d'entraînement, elle est suivant Euro. Donc, c'est ML 6 alpha oméga au carré suivant Euro. Donc, Euro, c'est le vecteur unitaire lié à l'axe OX'. Donc, ça, c'est Euro. Et ça, c'est le bilan des forces. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, maintenant, si je veux faire l'étude, si je veux faire l'étude ML6 alpha oméga au carré, ça, c'est la force d'inertie d'entraînement. Si je veux faire l'étude dans un référentiel galiléen, donc, dans un référentiel galiléen, il y a le poids et la tension. C'est bon? Et quel est le principe fondamental de la dynamique? Comment ça s'écrit? Donc, on a trouvé la force d'inertie d'entraînement, c'est ça. Donc, le principe fondamental de la dynamique P plus T plus la force d'inertie d'entraînement est égal à quoi?
l'accélération de M par rapport à R' est égale à combien? Est égale à Z par rapport à R'. 0. D'accord? Donc, je trouve l'équation, le principe fondamental de la dynamique dans R'. C'est le poids plus T plus ML oméga au carré sinus alpha euro est égal à 0. Donc là, je peux faire par exemple les composantes le poids, composantes le poids dans la base U rho, U delta, UZ. C'est quoi? Le poids est suivant moins UZ. C'est ça? Pour la tension du fil, donc il va être suivant quoi? La tension du fil. La tension du fil, donc, et si on a est égale à la tension du fil, oui, la tension du fil. Oui, projection de la tension du fil, la base, U rho, U delta, UZ, oui. Donc, ça doit être quoi? T sinus alpha et T cos alpha. Très bien, c'est T sinus alpha suivant quoi? T sinus alpha suivant quoi? U rho. Très bien, U rho, T sinus alpha. T ou la moins suivant U rho, c'est moins T sinus alpha, et suivant cosinus alpha, suivant UZ, c'est T cosinus de alpha. Donc, c'est moins T sinus alpha suivant U rho et moins T sinus alpha suivant UZ. Donc, ça, c'est les projections du T et du P dans la base U rho, U delta, UZ. Très bien. Maintenant, ça, c'est d'un côté. Donc, ça, c'était l'étude dans le référentiel non galiléen, d'accord? Donc, c'est dans le référentiel non galiléen. Là aussi, je peux faire la projection de cette expression suivant U rho et suivant UZ. Donc, et je trouve l'expression de l'angle alpha, d'accord? Donc, qui est égale, je trouve cette expression. Maintenant, si je veux faire l'étude dans un référentiel galiléen cette fois. Donc, si je fais l'étude dans un référentiel galiléen, donc le bilan des forces, il n'y a que le poids et la tension du fil. Donc, P plus T est égal à M gamma, c'est l'accélération du point M par rapport à R. Maintenant, comment je calcule l'accélération du point M par rapport à R? Comment je vais calculer l'accélération du point M par rapport à R? Oui? Oui? À toi, tu égales l'accélération du point M par rapport à R. La dérivée de la vitesse. C'est ça, la dérivée. Je calcule la vitesse. Je calcule d'abord la vitesse. Donc je cherche la vitesse. La vitesse. C'est ça. Vitesse de M par rapport à R. Donc, est égal à quoi? Donc, là, c'est la dérivée de vecteur OM par rapport à dt. Donc, c'est le vecteur OM. D'accord? Et ça, c'est par rapport à R. Voilà. Par rapport à R, d'accord? Donc, c'est la vitesse, c'est la dérivée par rapport à R. Et à toi, t'égale ça. Normalement, à toi, t'égale, c'est quoi? C'est bon, mademoiselle? Donc, ce qu'il dit, donc, c'est L sinus. Donc, on va dire R. On va R, d'accord? Ou bien L sinus alpha, parce que R, c'est L sinus alpha. À toi, t'égale ce dérivé-là. 0. Je dérive, hein? Oui? 0. Dérivé, là, 0.
je calcule dérivée, donc U rho, est-ce que le vecteur U rho, est-ce qu'elle est fixe par rapport à R? Quelle est la dérivée de U rho par rapport à R? Oui? Toi, tu égales dérivée de... Je ne fais pas la vitesse par rapport à R', je calcule la vitesse par rapport à R. Donc, à toi, tu égales la vitesse par rapport à R. Donc, normalement, c'est Θ point U d'état. Donc, c'est d'état point U d'état. Et d'état point à toi, tu égales d'état point. D'état point est égal à oméga. oméga. Très bien. Donc, c'est L oméga. Donc, c'est CTRL V. Donc, là, c'est oméga. L oméga. Et quoi encore? Donc, quelle est la dérivée de ça? Donc, c'est U d'état. Très bien. Donc, c'est U d'état. Très bien. C'est U d'état. Très bien. Maintenant, si je veux calculer cette fois l'accélération, si je veux calculer l'accélération, c'est moins L sinus oméga carré U. Là, je mets l'accélération de M par rapport à R, donc toujours je pars de la définition, d'accord? Donc, CTRL C, CTRL V, c'est l'accélération, c'est la dérivée et le vecteur vitesse. C'est la dérivée de vecteur vitesse par rapport à R. C'est ça, l'accélération. Est-ce que c'est ça? D'accord? Et à toi, tu égal à ça, est égal à la dérivée, est égal à ça, donc est égal à L sinus de oméga. Donc, ça, tout ça, c'est des constants. D'accord? Donc, c'est des constants. À toi, tu égal dérivée de U d'état par rapport à R. À toi, tu égal moins θ point U rho. Très bien. Donc, moins d'état point, c'est-à-dire oméga. D'accord? Donc, c'est oméga. CTRL C, c'est oméga. CTRL V, c'est oméga. Il y a le moins ici. Donc, il y a U, ça doit être U rho. D'accord? Donc, CTRL C et CTRL V. Donc, c'est oméga au carré. Donc, c'est oméga au carré. Et suivant. Suivant. Très bien. C'est moi, oui. Oui. Pourquoi on n'a pas fait directement la vitesse est égale à la vitesse angulaire? Pourquoi on a pourquoi on n'a pas fait directement la vitesse est égale au rayon fois la vitesse angulaire? Parce que donc j'ai le vecteur OM, ça dépend, donc j'ai le vecteur OM, le vecteur OM, d'accord? À toi, tu égal. Je me خدموا بالك R, باش ما تبسطناش هذيك L sinus alpha. OM à toi, tu égal, puisque le mouvement est circulaire. À toi, tu égal OM, le vecteur OM. Le vecteur OM. R U rho. Très bien. Donc, OM, c'est le vecteur position. OM est égal à R U rho. Si je calcule la vitesse de M par rapport à R, ça doit être la dérivée de OM par rapport à dt par rapport à R. Et à toi, tu égal R, elle est constante. Je peux la sortir de l'intervalle de dérivée. Et à toi, tu égal dérivée de U rho sur dt. À toi, tu égal dérivée de U rho sur dt. U rho, c'est un vecteur tournant avec un vitesse angulaire. Je ne y a? Θ point U θ. Très bien. Et d'état point, le texte, c'est oméga. D'accord? D'état point, c'est oméga. Donc, d'état point, U d'état, parce que c'est d'état point, c'est oméga. C'est bon? Parce que d'état point, c'est quoi? C'est dérivé de d'état sur dt. C'est ce qu'on note oméga. Oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire de rotation. C'est dérivé de d'état sur dt. Elle est exprimée en radians par seconde. Donc, d'état point, ce qu'on note, c'est oméga. Après, si elle est à d'état point, ce n'est pas un problème. Je peux la laisser d'état point. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, il faut les relater à d'état point. Seulement, on a posé d'état point, puisqu'on a dit un mouvement circulaire uniforme. On a posé d'état point est égal à une constante, donc qui est égal à oméga.
Normalement, ça doit être donné l'énoncé. D'accord? Ou bien c'est écrit ici, parce que d'état point, dérivé de d'état sur dt, c'est une constante qui est égale à oméga. C'est ce qu'on appelle le module du vecteur vitesse angulaire de rotation. D'accord? Si tu la laisses d'état point, mais qu'est-ce que d'état point, normalement, c'est une constante, c'est dérivé de d'état sur dt, c'est ce que j'appelle le module de vitesse angulaire de rotation qui est égal à constante qu'on va poser est égal à oméga. Par convention, on pose d'état point est égal à oméga. Lorsque d'état point est égal à constante. Est-ce qu'il y a un problème maintenant? monsieur عفاك Oui. هذيك OM علاش كتبناها بأورو ما كتبناهاش بإكس و Très bien. Oui, c'est ce que tu vas suivant UX, UY, tu vas suivant UX, UY. Je n'ai pas OM suivant UX, UY. suivant UX تكون R cosinus de θ UX plus R sinus de θ UY. ياك هادشي اللي غتكون. داكور؟ ونقدر نديريفي حتى هادي صحيحة. وندير الديريفي غنلقى بأن الديريفي ديال هاد لو فيكتور غنلقاه هي U ديتا. باسكو U ديتا غتكون هي موان سينوس دو ديتا suivant UX plus cosinus de θ suivant UY. D'accord? Ah oui, d'accord. D'accord. Mais il faut savoir sur une base. Donc là, j'ai exprimé tous les vecteurs. Il faut savoir la différence entre un repère et une base. Le repère n'a rien à voir avec la base. Dans un repère, on définit une base, on définit deux bases, trois bases. On met le repère et les différents par rapport à la base. Donc, il faut faire la différence entre un repère et une base. Par exemple, UX, UY, UZ, c'est une base associée à le repère R. C'est une base fixe. U rho, U delta, UZ, c'est une base associée au repère R, mais c'est une base mobile. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est juste. Non? Donc, la base fixe ou la base mobile? Il faut faciliter les calculs. Si par exemple je travaille avec la base Y, le vecteur OM, il aura une composante suivant UX, suivant UY, ça va être un peu difficile d'effectuer le calcul. Par contre, si je travaille bien OM est égal à RQR, c'est facile. C'est la base polaire, c'est plus facile. D'accord? Mais tout c'est juste. Seulement, il ne faut pas mélanger les bases. Si j'exprime un vecteur, il faut l'exprimer dans la même base. Mais si une partie une base, l'autre partie une autre base, il faut l'exprimer dans la même base. C'est bon? D'accord? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Très bien. Très bien. Donc là, j'ai calculé l'accélération de M par rapport à R et je vais citer le principe fondamental de la dynamique, c'est que P plus T est égal à M gamma que j'ai déjà calculé. Là, je fais la projection de P suivant, donc si je fais la projection suivant U rho, donc T, il aura une composante qui est égale à moins T sinus de alpha suivant U rho, d'accord? Donc, moins T sinus, si je fais la projection de principe fondamental de la dynamique suivant U rho, donc j'ai moins T sinus alpha qui est égal à moins ML oméga sinus alpha. Donc, si je fais la projection de cette expression, suivant cette fois UZ, donc j'aurai moins MG, donc c'est la composante de T suivant L, donc plus la composante de T suivant UZ, T cosinus alpha est égal à 0. Donc je peux faire le rapport, donc je trouve, toujours je cherche l'angle alpha d'équilibre, donc tangente alpha, je trouve qui est égal à cette expression. Donc je trouve la même chose, c'est L oméga au carré sur alpha sur G. Donc, c'est-à-dire, soit je fais l'étude dans le référentiel galiléen ou bien dans le référentiel non galiléen, je trouve la même chose. Seulement dans le référentiel non galiléen, il faut ajouter les forces d'inertie d'entraînement, les forces d'inertie de Coriolis.
et le principe devient sigma des forces extérieures est égal à plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis qui est égale à m, l'accélération de m par rapport à r. C'est ça la différence. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Bon, on aura l'occasion, donc un exercice maintenant de dynamique du poids matériel, ça va être comme suit. C'est-à-dire une partie, on va commencer un système qui est un peu compliqué à étudier directement dans un référentiel galiléen. On va choisir un autre référentiel R', comme on a fait, vous vous rappelez avec l'exercice qu'on a fait l'autre fois. Donc, on va choisir un autre référentiel R' qui est où le calcul c'est plus facile. Je calcule vitesse d'entraînement, la vitesse relative, je déduis la vitesse absolue. Après, je calcule l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis, l'accélération relative et je déduis l'accélération absolue. Maintenant, ça c'est la partie cinématique. Pour la partie dynamique, donc on va vous demander, si vous voyez les livres, on va vous demander de citer les principes fondamentaux de la dynamique, soit dans le référentiel galiléen, soit dans le référentiel non galiléen. Si l'étude se fait dans le référentiel non galiléen, dans le bilan, il faut ajouter en plus des forces que vous connaissez, il faut ajouter la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Ce sont des pseudo-forces qui ont dimension d'une force, ce ne sont pas des forces fictives, mais ce sont des pseudo-forces, ils sont homogènes à des forces, qu'on appelle les forces d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. La force d'inertie d'entraînement, elle est égale à moins m fois l'accélération d'entraînement, c'est ce qu'on a calculé dans la première partie. La force d'inertie de Coriolis, ça doit être égal à moins m gamma carré Coriolis, c'est ce qu'on a déjà calculé. Et par suite, si on vous demande de donner le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen, il faut écrire dans ce cas-là sigma des forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis est égale à m, l'accélération de m par rapport au repère relatif, c'est-à-dire par rapport à r'. Et vous allez faire le calcul comme dans le référentiel galiléen. Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui. D'accord? Donc, maintenant, le chapitre n'est pas encore fini. Donc, une toute petite page, c'est une paragraphe du chapitre. J'ai voulu la mettre à part, à paragraphe, c'est seulement pour la mettre en valeur. Sinon, c'est une partie le même chapitre. D'accord? Donc, ce qu'on va appeler théorème de moment cinétique. Théorème de moment cinétique, c'est une paragraphe, par exemple, les livres. Donc, vous allez voir que le théorème de moment cinétique, c'est une partie du cours des dynamiques de points matériels. Donc, on va voir la partie du cours. Pardon. Très bien. Donc, c'est bon? Est-ce que vous voyez le théorème du moment cinétique? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Le théorème de moment cinétique, c'est une paragraphe cours des dynamiques du poids matériel. D'accord? Donc, après avoir fait les lois de Newton, les 3 lois de Newton dans un référentiel galiléen, dans un référentiel non galiléen, après, ça vient un théorème de moment cinétique. On va voir c'est quoi ce théorème de moment cinétique. Ben là, je vais voir c'est quoi le moment d'un vecteur. Parce qu'il y a une définition du moment d'un vecteur. C'est quoi le moment d'un vecteur par rapport à un point? Le moment d'un vecteur par rapport à un point, par exemple, là, j'ai la force, le vecteur, en général, mathématiquement, j'ai un vecteur AB
un point O, si je veux calculer le moment de ce vecteur AB par rapport au point O. C'est quoi? Pas physiquement, mathématiquement d'abord. C'est OA vectoriel AB. Très bien. Donc, c'est OA vectoriel AB. Donc, mathématiquement, le moment d'un vecteur AB par rapport à un point O, sans parler de la physique, donc par rapport au point O, c'est le produit vectoriel de OA vectoriel AB. D'accord? Donc, c'est OA vectoriel AB. Ça, c'est la définition d'un moment d'un vecteur O, d'un moment d'un vecteur AB par rapport à O. Le moment de ce vecteur, on ne la représente pas avec le point d'application du vecteur, on la représente sur le point où je calcule. C'est le moment par rapport au point. C'est le point, c'est ce qu'on appelle le pivot. Le point de par exemple. Point de le pivot, d'accord? Donc, c'est le point autour duquel se fait le mouvement, c'est le pivot, d'accord? Donc, le moment d'un vecteur par rapport à O, c'est le produit vectoriel OA vectoriel AB. Bien sûr, physiquement, qu'est-ce qu'elle mesure le moment d'un vecteur? Qu'est-ce qu'elle mesure le moment d'une force? On va calculer le moment des forces, normalement, en mécanique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle mesure avec le moment d'une force? Oui? La capacité de cette force à faire tourner. C'est très bien. Donc, c'est la capacité de cette force à faire tourner avec le point matériel autour d'un point qu'on appelle le pivot. Parce qu'il y a des forces qui n'arrivent pas à faire tourner un point matériel par rapport au point. Donc, c'est-à-dire leur moment est égal à 0. Ou qu'il y ait des forces qui font tourner un point matériel autour d'un point O, d'accord? Donc, ils ont des moments différents de 0. Il y a des forces qui ont des moments supérieurs par rapport à d'autres. Donc, le moment, physiquement, le moment d'une force, c'est la capacité de cette force de faire tourner. D'accord? C'est pas de faire glisser, de faire tourner un point matériel autour, soit un axe de rotation, soit autour d'un point de rotation. D'accord? Donc, elle est exprimée en newton fois mètre. Bien sûr, si je prends par exemple de la force, si je prends de la force, si elle est parallèle à OA, est-ce qu'elle va faire tourner avec le point O? Si elle est parallèle à OA, hein? Est-ce qu'il va faire tourner avec le point A autour de O? Non, c'est-à-dire elle ne va pas faire tourner. Si elle est perpendiculaire à OA, bien sûr, elle va faire tourner. Donc, par définition, le moment d'un vecteur, d'une force par rapport à O, c'est le produit vectoriel OA vectoriel AB. Donc, le module, donc vous avez déjà calculé le module de O, module de AB, le moment de AB par rapport à O est égal au module de OA vectoriel AB, c'est le module OA, module AB, c'est OA, AB. Bien sûr, si OA et AB sont parallèles, l'angle est égal à 0 et le moment est égal à 0. Donc, ça, c'est le moment qui travaille, d'accord? Donc, maintenant, ça, c'est la définition du moment d'une force, ou là, en général, le moment d'un vecteur, d'accord? Donc, d'un vecteur. Maintenant, on va voir ça, ce que vous connaissez. Maintenant, on va voir c'est quoi le moment cinétique. Donc, ça, c'est le moment cinétique, c'est quoi? Vous avez vu l'atomistique et vous avez déjà utilisé le moment cinétique de rotation de l'électron autour du noyau. C'est ça? Hein? Oui, monsieur. Vous avez trouvé à toi égal parce qu'un atome, c'est quoi? C'est un noyau autour desquels il y a des électrons qui tournent. Donc, c'est-à-dire, elle effectue un mouvement de rotation autour du noyau. D'accord? Donc, les électrons qui tournent autour du noyau, ils ont un moment cinétique. C'est ça? Et vous avez trouvé à toi égal à un moment cinétique de rotation d'un électron autour du noyau. Ça, vous l'avez trouvé à toi égal. C'est R, vecteur R, vectoriel, la masse d'électrons fois le vecteur de vitesse. Vitesse, très bien. Donc, c'est M, le vecteur OM, vectoriel. Ça, c'est la définition mathématique du moment cinétique. Donc, une particule qui tourne autour d'un point matériel et autour d'un point O. Donc, donc, on a un moment cinétique. Donc, chaque point matériel qui tourne autour d'un point ou autour d'un axe, elle a un moment cinétique.
par exemple, le moment cinétique de rotation de l'électron autour du noyau. Donc, vous avez donc le modèle de Bohr, et vient d'ici. Qu'est-ce qu'il a dit, le modèle de Bohr? Il dit que le moment cinétique de rotation de l'électron autour du noyau, qui est égal à mvr, vous avez trouvé son module, c'est mvr. Qu'est-ce qu'il a dit, Bohr, le modèle de Bohr? Qu'est-ce qu'il a dit, ce moment cinétique? Il est comment? Quantifié. Elle est quantifiée, c'est ça. Où est le modèle de Bohr? C'est-à-dire, il a dit que le moment cinétique de rotation, puisque l'électron tourne autour du noyau, donc il a un moment cinétique. Il a dit, le modèle de Bohr dit que le moment cinétique de rotation de l'électron autour du noyau, elle est quantifiée. Ça veut dire quoi, quantifié? Il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais il ne peut prendre que des valeurs discrètes qui sont multiples de h bar. C'est pour ça, donc on a commencé par le modèle de Bohr, on a posé que MVR est égal à NH bar. D'accord? Avec N est égal à 0, 1, 2, c'est un nombre quantifié. Donc c'est ça, mais j'ai la quantification, la mécanique quantique. C'est-à-dire, il a dit que le moment cinétique, en plus l'électron, il tourne autour du noyau. Donc il a un moment cinétique. D'accord? Donc, un point matériel qui tourne autour d'un point. Donc, il admet le moment cinétique. On va voir sur la définition du moment cinétique. Donc, elle admet un moment cinétique donc l'électron qui tourne autour du noyau, il a un moment cinétique orbital, parce qu'il tourne sur une orbite, un moment cinétique orbital qu'on a posé égal MVR, c'est-à-dire MVR, on l'a calculé. Et M. Bohr, elle a posé le modèle. C'est un modèle qui a été ensuite démontré par la mécanique quantique, que ce moment cinétique, elle est quantifié, c'est-à-dire c'est un multiple entier dH bar qui est égal à MH bar. Et à partir de là, vous avez trouvé les niveaux d'énergie, les orbites sur lesquelles tournent les électrons, ainsi de suite. Donc, c'est la quantification, le modèle de la quantification des niveaux d'énergie, ainsi de suite. Donc, maintenant, l'électron, il ne tourne pas seulement autour du noyau, il tourne autour de lui-même. C'est pour ça qu'on dit l'électron, il a un moment cinétique orbital de rotation autour du noyau. Il a en plus quoi? Moment cinétique de lui-même. Autour de lui-même. Je ne sais pas avec le moment cinétique de lui-même. C'est le moment cinétique de spin. D'accord? Donc, c'est-à-dire de spin. Il tourne autour de lui-même, c'est-à-dire que le moment cinétique total de l'électron, ça sera un moment cinétique orbital, c'est F, plus le moment de spin, parce que l'électron, il tourne autour du noyau, il tourne autour de lui-même. Avec le moment cinétique de rotation autour de lui-même, il y a un moment de spin, d'accord, qui est égal à 1,5 s'il tourne dans le sens, ou la moins 1,5 s'il tourne dans l'autre. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Et pour savoir physiquement, c'est quoi le moment cinétique? Donc, une particule qui tourne autour d'un point matériel et autour d'un point O, elle a un moment cinétique de rotation. Donc, un moment cinétique de rotation, définition du moment cinétique de rotation, c'est le moment dit le vecteur quantité de mouvement. C'est quoi le vecteur quantité de mouvement? M fois la vecteur vitesse. C'est M fois la vitesse, vecteur vitesse. Donc, moment cinétique de rotation d'un point M par rapport à O, c'est le vecteur moment, c'est le moment de vecteur quantité de mouvement. Donc, le moment de vecteur P, le moment de vecteur P, c'est OM vectoriel P, c'est le vecteur moment. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est OM vectoriel P qui est égal à M OM vectoriel P. Donc, le moment cinétique, de rotation d'un point matériel, moment cinétique de rotation d'un point matériel autour d'un point O est égal à la masse fois OM, produit vectoriel de vecteur position et de vecteur vitesse, tout simplement. L'électron au noyau, l'électron, il a une masse, c'est la masse de l'électron,
il tourne autour du noyau avec une certaine vitesse, donc il a un moment cinétique. Le moment cinétique de rotation de l'électron autour du noyau, c'est la masse de l'électron. OM, c'est quoi OM? Puisqu'il tourne sur un cercle de rayon R, ça doit être RER. Et V, c'est quoi? C'est la vitesse, d'accord, de rotation qui est égale à R delta fois. Donc, je trouve, c'est MRV. D'accord? Et bien sûr, comment est le moment cinétique, comment elle est par rapport au plan formé par OM et V? Comment elle est? Perpendiculaire. Elle est perpendiculaire, très bien. Donc, le vecteur moment cinétique, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par OM et le vecteur V. Donc, c'est-à-dire, si je prends OM suivant ER et V suivant E θ, donc il va être le vecteur de moment cinétique et il est suivant UZ. Seulement, le vecteur, on ne le représente pas sur le point M, on le représente sur le point où on effectue le moment cinétique. Je peux effectuer le moment cinétique par rapport à O, je peux l'effectuer par rapport à O' ou bien par rapport à un autre point. D'accord? Donc, j'effectue le moment cinétique par rapport à O et je la représente sur le point O. Je ne la représente pas sur le point matériel, je la représente sur le point O. D'accord? Donc, si vous remarquez ici le moment cinétique du point M par rapport à R, donc le moment cinétique change si je change de référentiel. Si par exemple je prends un autre référentiel, par exemple R' qui n'est pas fixe, un autre référentiel, et donc le référentiel R' qui a pour origine par exemple O', je peux définir le moment cinétique. Je peux définir le moment cinétique de rotation de M par rapport cette fois à R'. Ça ne va rien changer. Ce qui va changer, c'est O'M, M O'M, vectoriel quoi? Cette fois, c'est la vitesse de M par rapport à R'. Et là, c'est le moment cinétique de M par rapport à O'M par rapport à R'. Donc, le moment cinétique, je l'ai défini par rapport à un repère, là aussi. Soit un repère galiléen, soit un repère non galiléen R'. D'accord? Donc, il faut savoir dans quel repère on définit ça. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc là, par exemple, si je prends l'exemple, un point matériel qui effectue le mouvement de rotation autour du point O, donc le vecteur moment cinétique de rotation de M par rapport à O est égal à la masse de la particule fois le vecteur multiplié le produit vectoriel de vecteur OM avec le vecteur vitesse. Donc OMV, c'est un vecteur, produit vectoriel de OM avec V. C'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par OMV, c'est-à-dire il va être suivant UZ, et je représente le moment cinétique par rapport au point O. Je la représente sur le point O, pas sur le point matériel. C'est le moment cinétique par rapport au point O. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, Très monsieur. bien. Très bien. Donc, le point O, comme j'ai dit, le point O peut être mobile aussi. Donc, je peux faire un changement de O, un moment cinétique par rapport à un point O. Donc, vous allez voir dans des exercices, on va faire des exercices. On a deux repères, un repère R, un repère R'. Le repère R, l'origine est le O, le repère R', O'. On va vous demander de calculer le moment cinétique par rapport à O, calculer le moment cinétique par rapport à O'. D'accord? Par rapport à R ou là par rapport à R'. Il n'y a pas de relation entre les deux. Ce n'est pas comme l'accélération, il y a la loi de composition de vitesse et la loi de composition. Donc, il n'y a pas de relation entre LO' ou LO. D'accord? Donc, il faut savoir, je calcule le moment cinétique par rapport à quoi? Par rapport à un point. D'accord? Donc, ça, il faut savoir. Donc, le moment cinétique aussi s'exprime en fonction de la vitesse. Donc, il faut savoir la vitesse de M par rapport à quoi? D'accord? Donc, maintenant, on va citer le théorème de moment cinétique. Parce que ça, je vous avais dit, si vous remarquez les livres, donc vous allez voir que ça, ce n'est pas un chapitre, c'est juste une paragraphe de ce chapitre. Il y a les trois lois de Newton, il y a ces trois lois de Newton dans un référentiel galiléen. C'est la partie théorème de moment cinétique qu'on utilisera, vous allez voir, on utilisera aussi comme on utilisera les exercices. Vous allez voir qu'elle est beaucoup utilisée les exercices pour trouver la tension, pour trouver l'équation du mouvement, ainsi de suite.
D'accord? Qu'est-ce qu'il dit à théorème de moment cinétique dans un référentiel? On va voir théorème de moment cinétique dans un référentiel galiléen et dans un référentiel non galiléen. Très bien. Dans un référentiel galiléen, donc, si j'ai un point matériel, donc un point matériel qui effectue un mouvement de rotation autour d'un point O, je définis le vecteur moment cinétique. À toi, c'est égal le vecteur moment cinétique par rapport à O, est égal à OM vectoriel M V de M par rapport à R. Le théorème de moment cinétique, c'est la dérivée du vecteur moment cinétique, tout simplement. On va voir qu'est-ce qu'il donne dérivée du moment cinétique. Donc, si je calcule dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est la dérivée du vecteur OM vectoriel MVM. Ça, c'est la définition de vecteur moment. Parce que, bon, je répète ici. Donc, j'ai ici, M par rapport à R. À toi, tu égales ça. On a dit à toi, tu égales ça. Le moment cinétique de rotation de M par rapport à R, à toi, tu égales. S'il te plaît, à toi, tu égales. Définition de ça, c'est la masse, le produit vectoriel OM fois la vitesse. Très bien. Ça, c'est la définition du moment cinétique de rotation de M par rapport à R. Tout simplement. Pardon. C'est bon. Maintenant, théorème de moment cinétique, c'est la dérivée du moment cinétique. Si je fais la dérivée du moment cinétique, ça devient quoi? La dérivée de ça, c'est M. Dérivée de ça, toi, t'es égal. Dérivée de OM, c'est quoi par rapport à R? C'est la vitesse. D'accord? C'est la vitesse vectorielle M vitesse plus OM, cette fois OM, et je dérive la vitesse de M par rapport à R. Vitesse de M, pardon. Vitesse de M vectorielle vitesse de M, ça fait combien ça? C'est 0. 0, très bien. Et dérivée de la vitesse de M par rapport à R, c'est quoi? C'est là? L'accélération, très bien. Donc maintenant, j'ai trouvé que la dérivée, le vecteur moment cinétique par rapport au temps, est égal à OM vectoriel M, l'accélération de M par rapport à R. Et à toi, c'est égal M accélération de M par rapport à R dans un référentiel galiléen. À toi, c'est égal ça. La somme des forces extérieures. D'accord, donc c'est égal la somme des forces extérieures, tout simplement. C'est la somme des forces extérieures. Donc, et j'aurai sigma, donc OM vectoriel sigma, c'est sigma OM vectoriel F. Et à toi, c'est égal OM vectoriel la force. Ça, c'est quoi? C'est OM vectoriel F, c'est quoi? C'est le moment de... Oui? Toutes les forces. C'est le moment de toutes les forces. Ou bien c'est la somme des moments des forces extérieures. D'accord? Donc, le moment de toutes les forces, ou bien c'est la somme des moments des forces extérieures. Et c'est ça la dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la dérivée, qui est le moment cinétique d'un point M par rapport, dans un référentiel galiléen, dérivée qui est le moment cinétique du point M par rapport à O, est égale à la somme des moments des forces extérieures. C'est ça, théorème de moment cinétique. Donc, dans un référentiel galiléen, la dérivée du moment cinétique d'un point matériel par rapport à O est égale à la somme des moments des forces extérieures appliquées à ce point. D'accord? Je fais le bilan des forces, je calcule les moments de ces forces par rapport au point O, et je vais dire que la dérivée, je calcule d'abord le moment cinétique du point M par rapport à O, et je vais citer le théorème du moment cinétique pour déduire les inconnus ou là pour trouver l'équation du mouvement. Je vais dire que la dérivée, je vais faire la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, et je veux dire d'après le théorème du moment cinétique que la dérivée par rapport au temps des moments cinétiques est égale à la somme des moments des forces extérieures. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui? D'accord? Donc, on va voir, on va faire des exercices. On va essayer de faire des exercices. On va faire des corrections des exercices. C'est-à-dire, quand je fais le bilan des forces, je cherche les forces.
je calcule leur moment par rapport au point O, d'accord? Et je calcule le moment cinétique, d'accord? Moment cinétique, c'est quoi? C'est M vectoriel V. Et j'exprime le moment cinétique et je cite théorème le principe fondamental de la dynamique. Je peux utiliser le théorème de moment cinétique. Qu'est-ce qui est le théorème de moment cinétique? La dérivée par rapport au temps du moment cinétique est égale à la somme des moments des forces extérieures appliquées avec le système. Ça, c'est le théorème de moment cinétique dans un référentiel galiléen. Mais dans un référentiel non galiléen, donc il y a autre chose qu'il faut ajouter, d'accord? Comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à votre avis? Oui? Oui? Hein? Il faut ajouter le moment de la force d'inertie de Coriolis, le moment de la force d'inertie d'entraînement, d'accord? Donc, on va voir. Donc, maintenant, dans un référentiel galiléen, je fais le bilan des forces extérieures, je calcule le moment des forces extérieures par rapport au point O, et théorème de moment cinétique dans le référentiel galilien dit que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à la somme des moments des forces extérieures. Donc, je fais la projection de cette relation suivant les différents axes pour trouver les inconnus ou bien pour trouver l'équation de la trajectoire ou bien ainsi de suite. Ça dépend de ce qu'on veut chercher. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vais arrêter ici. Chauffe, je vous donne, maintenant, l'autre fois, je vous donne l'exercice. On va continuer l'exercice. Donc, pendule simple. Je peux trouver la valeur de t, parce que ici, l'inconnu, c'est t. Trouver l'équation du mouvement, c'est-à-dire comment varie d'état en fonction du mouvement. En appliquant quoi? En appliquant le principe fondamental de la dynamique, tout simplement. Je peux retrouver le même résultat cette fois en appliquant quoi? En appliquant théorème du moment cinétique. Très bien. Donc, déjà, avant, on appliquant le principe fondamental de la dynamique, je ne sais pas si on a fait. Ça, on a trouvé la tension de fil et on a trouvé l'équation horaire du mouvement, c'est-à-dire comment on varie d'état en fonction du temps. Et dans le cas des petites oscillations, donc on a si θ qui est égal à θ, on a trouvé que θ de point plus G sur L, θ est égal à 0, c'est l'équation d'un oscillateur harmonique. Maintenant, on va retrouver le même résultat en utilisant cette fois théorème de moment cinétique. Très bien. Donc, j'ai mon système C pendule simple. Donc, pendule simple, une masse M accrochée au plafond à travers le fil de longueur L. Donc, dans un référentiel, je suppose OX, OY, OZ, c'est le référentiel galilien, un référentiel supposé galilien. Donc, le bilan des forces dans ce référentiel, il y a le poids de la masse, il y a la tension de fil. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, j'ai pris la base orthonormée UO, UΔ, UZ, c'est un vecteur sortant, qui est une base liée à la masse M. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Mais qu'est-ce que tu partages l'écran?